Bonjour messieurs, comment allez-vous? Alors, Bonsoir. salut Seb, Salut, ça va? ça va et toi, tu m'entends bien? Oui, alors je sais pas si tu me vois. Si, en voiture. Si c'est bon, ouais, je me suis Ouais. garé. Bon, félicitations pour en tant que nouveau propriétaire. Comment? Félicitations, t'es un nouveau propriétaire? Je suis un nouveau propriétaire, j'ai pas compris. Tu es un nouveau propriétaire avec le compromis que tu as signé, c'est ça? À 18h. Ah oui, c'est ça, ouais, que je suis en train de signer. Ouais, ouais, ça met du temps, ouais. Ça met du temps, du coup là, bah, je suis en réitération normalement semaine prochaine si tout va bien. Ah, t'as pas signé du coup? Si j'ai signé, enfin, c'était un petit peu long les démarches avec le notaire. Du D'accord, coup, je suis en attente d'un rendez-vous. Ouais, ok. Bon, ça va se faire quand même. ouais, ouais, ouais. Enfin. Ok, Salut Alex, salut à tous. salut. Salut. Nazim, tu nous entends aussi? Oui, salut à tous. Salut. Il Salut. y a encore peut-être trois personnes qui vont se connecter, mais on peut déjà commencer. Euh, Seb, je crois que c'est la première fois que tu viens à un atelier des optimisations de portefeuille, donc je te laisse peut-être te présenter rapidement pour savoir les problèmes que tu rencontres en bourse, etc. Pour Ouais. qu'on puisse faire connaissance. D'accord, bah alors Sébastien, j'ai 33 ans, je suis de région Rhône-Alpes, Ouais, autour de Lyon. Et du coup, j'investis en actions, ça fait maintenant peut-être 2 ans, un an et demi peut-être. ouais, J'investis aussi un petit peu en crypto-monnaie, dans l'immobilier, puis sur différents petits business, comme, à comme je côté. t'avais dit la dernière fois. Ouais, voilà, à côté. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'en action, bon, je trouve que je suis pas assez diversifié, enfin peut-être trop diversifié, mais je suis plus présent sur des petites capitalisations plutôt que Hmm. sur des grosses. Du coup, c'est peut-être pour ça que ça me porte préjudice en ce moment. On va en parler. Ouais, On va en parler. Ok, donc tu as beaucoup de projets aussi, tes journées sont bien remplies. ouais, c'est ça, ouais. Très Ok. rempli. Ouais. Et dans l'immobilier, tu as déjà acheté d'autres biens, c'est le premier ou c'est non, c'est d'autres? Alors, c'est le deuxième, là. J'ai déjà Ouais. acheté un bien, du coup, sur Grenoble. Et là, Ok, c'est mon deuxième bien, du coup, en région lyonnaise, ouais. ok. Et tu fais quel type de... Alors, je fais de la colocation sur Grenoble. Et là, je démarre une nouvelle colocation sur Lyon. Ok. Bon, Du ça coup, marche. voilà. En meublé, ouais, pour l'instant, ça va. Voilà, j'ai un état des lieux là ce week-end, donc on verra. Ok. Bon, ça se passe bien de manière générale, ça, les colocs. Ouais, ça va. Ouais, bah après, c'est vrai qu'avec la période, c'est un peu creux là, parce que les étudiants sont en période de stage. Ouais, Du coup, je vais passer en courte durée l'été, et puis après, en septembre, je remets en coloc. ça va faire une bonne renta. Ouais, ouais, c'est le but. Ouais. Bah, j'essaie un peu de mixer rentabilité et patrimonial, comme ça, j'essaie d'investir sur des bonnes villes. Ouais. Bah, parfait. Rudy et Nazim, je vous connais déjà, mais pas Sébastien, donc si vous pouviez aussi vous présenter rapidement. Oui, donc moi Rudy, oui, Alex, tu me connais un petit peu, Sébastien moins forcément. Ouais. Euh, Moi je suis sur le groupe Co-Investir depuis un petit moment, donc bon, c'est assez passionnant. Et un peu pareil que Sébastien, du coup j'investis en bourse, j'investis dans l'immobilier. Je viens de créer ma société de marchand de biens et j'investis un petit peu en crypto-monnaie aussi, histoire voilà, de toucher au maximum de choses, de diversifier et puis à voir ce que ça donne. Et niveau physique, je suis basé plus au sud de Rome. Dans le sud. Voilà, un peu plus au sud ouais, que Sébastien. Et Tu es beaucoup dans plus le au sud. sud que Ouais. toi. Tu es où, du coup? Entre Montélimar et Orange. D'accord. Ah ouais, bah, c'est bien plus au sud. Voilà, si tu vois à peu près. Ouais, Ouais, ah ouais. ouais, non,
Non, Après, non, plus. ouais, j'ai un collègue sur Montélimar, ouais, je connais un petit peu. D'accord, ouais, c'est pas loin. Ouais. Donc voilà. Et Ok. tu fais des divisions à tes temps perdus. Donc, si tu as besoin d'immobilier aussi, des questions, Ah Oui, ouais. c'est clair, ouais, c'est toujours intéressant. Je sais pas, Sébastien, tu as suivi une formation en particulier, peut-être celle de Sébastien Moret, entre autres, en immobilier? Oui, notamment, je l'ai fait ouais, il y a un moment. Après, j'étais passé par Imocash, Laurent Boutillier, je sais pas si ça te parle. Ah non, ça me parle pas. J'en connais pas mal, mais celui-là, non. Et là aussi, je m'intéresse, c'est marrant que tu en parles, parce que je m'intéresse à du marchand de biens, du coup. Ouais, Je regarde un petit peu les formations, parce que j'aimerais par la suite voilà, monter ma SAS, pourquoi pas SAS ou SASU pour du marchand de biens. Ouais. ouais. Ouais, bah, c'est une SAS qu'on a montée avec mon associé. Ben, on a signé les papiers la semaine dernière. Donc, tu vois, on est en plein dedans. Ok. On va faire notre première opération au cours du mois de mai, juin, là, qui arrive. Ah, super. Et juste pour info, ouais, moi j'ai fait la formation de Yoni, le marchand de biens, qui est en plus en région lyonnaise comme toi, et qui est D'accord. finançable via le CPF. Et ben, Donc voilà. c'est la formation que j'avais vue du coup sur le CPF aussi. Je Ouais. voulais prendre. Bah, tu tombes à pic alors. Si tu as, voilà, si t'as des questions éventuellement. Pas de souci. Ah ouais. Ah bah, c'est gentil. parfait. Nazim? Oui, donc moi c'est Nazim. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je m'intéresse à la bourse. Et du coup, j'ai eu de la chance de rencontrer Alex très tôt lors de mon parcours. Il m'a bien aiguillé sur tout ce qui est investissement boursier. Et là, sous les conseils d'Alex, toujours, je m'intéresse petit à petit à d'autres actifs, notamment les matières, enfin, les métaux précieux et la crypto-monnaie. Et bon, on va dire de façon un petit peu indirecte, j'investis un petit peu aussi dans l'immobilier. Mais c'est plus, on va dire, des biens familiaux que je prends la rénovation en charge. Mais pas d'achat d'immobilier neuf. Voilà. D'accord. Et t'es un peu plus au sud, toi, encore. Ouais. Très, très, très aussi. Ah, où ça? C'est, euh, Allô? Ah, je reçois très mal. Ah, ça coupe. Ouais, moi aussi, ça coupe quand tu parles. Ouais, je dois avoir une mauvaise connexion aujourd'hui. Désolé. Du coup, tu es où? Du coup, je suis de l'autre côté de la Méditerranée, sur Alger. D'accord. Ok. Ah ouais, bah Ouais. c'est bien Allez. plutôt. Du coup, là, surtout parce que pour le marché immobilier, c'est très spécial. On n'a pas accès aux mêmes produits qu'en France, malheureusement. Bon, on fait avec. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est particulier. ouais, très particulier. Ah, je connais pas du tout ouais, le marché à Alger. C'est question de chance. Si dans ta famille, on t'a légué un héritage et tout, ça vaut le coup. Mais si tu n'as rien, vaut mieux pas se lancer parce que le rendement est pas très intéressant. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment une question de chance à la naissance. Tout ça. Parce que du coup, il y a pas de courte durée sur Alger, non? Alors la courte durée, normalement, c'est interdit. Ah ouais. Il y a des gens qui le font, mais bon, c'est, on va dire, de la location plaisir. Bon, on va dire, en gros, un peu équivalent de maison close, quoi. D'accord. Ok. Voilà, la location courte durée chez nous, ça se résume à C'est ça. c'est une thématique particulière. Ouais, très particulière. Merci, merci Nazim. Et Nicolas nous a rejoint. Je sais pas si Nicolas, tu nous entends. On était en train de se présenter. Non, j'entends rien du tout. Ah, tu nous entends là? Enfin, ou tu m'entends en tout cas? Nicolas? Oui? Ah, ouais, on était en train de se présenter. Je sais pas si tu m'entends. Si tu veux te présenter rapidement, quelques minutes aussi.
Oui, bah moi je suis en fait je suis sur Dijon en fait et je suis dans l'immobilier et je m'intéresse à tout ce qui est un petit peu bourse pour diversifier mon patrimoine. Sachant que moi je suis novice, j'ai pas de grandes connaissances, D'accord. donc je découvre ça au jour le jour quoi. Ouais, parfait. On, Ouais. t'as loupé le début, mais justement aussi Sébastien et Rudy se présentaient pour dire qu'aussi il avait commencé dans l'immobilier et qu'il se diversifiait dans la bourse. Donc c'est le même parcours que Ah d'accord, ok. et ils sont dans le sud aussi. Enchanté Nicolas, je crois que ça fait plaisir de te rencontrer aussi. Et du coup, je vous propose pour cet atelier deux étapes. Premièrement, on va parler de l'optimisation de portefeuille de l'atelier Sébastien, du portefeuille de Sébastien, qui m'a envoyé au préalable. Donc, ça va durer une vingtaine, trentaine de minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant l'optimisation de portefeuille. Et par la suite, après, on pourra parler notamment de Carbios, parce que Rudy, tu avais déjà eu des questions par rapport à ça, par rapport à l'augmentation de capital. Donc, on peut faire un point sur cet événement et sur cette action, et aussi, bien sûr, sur d'autres thématiques si vous en avez. Ça vous va? Marche. Oui. Parfait. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Vous voyez bien mon écran? Voilà. Parfait. Du coup, avant de commencer, Sébastien, ce que je dois dire, c'est que ce que l'optimisation de portefeuille et ce qu'on va voir ensemble tout de suite, ce n'est pas une recommandation. Je ne suis pas, D'accord. je ne suis pas conseiller financier, donc je n'ai pas la certification pour te faire une recommandation personnalisée. Donc tu es seul à prendre tes décisions et en prendre les responsabilités. Moi, il s'agit de ce que je ferais à titre personnel, mais voilà, ce n'est pas une recommandation personnalisée. Donc on est d'accord sur ça? D'accord. Parfait. Ok, ouais, ouais. Y a pas de problème. Top. Du coup, quand on fait une optimisation de portefeuille, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est quel est le meilleur portefeuille. Et c'est un point qui est très important. Le meilleur portefeuille qui soit, c'est celui qui prend en compte tes objectifs de performance et ton profil de risque. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux voir dans le module 1 de la formation Qu'investir, où tu peux lister l'ensemble des projets, des projets qui sont liés à tes objectifs, que toi, personnel, que tu une création de patrimoine, financer un investissement, etc. etc. Et après, donc, avoir à partir de ces projets, de cet objectif, un outil de rendement à atteindre avec ton portefeuille boursier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avoir en tête ton profil de risque. Bon, j'ai vu ton portefeuille, je pense que toi, tu as un risque avec une belle aversion, une belle, un beau, tu es enclin au risque, tu peux prendre beaucoup de risques, j'ai l'impression. Euh, Ouais, donc ça, c'est un point qui est intéressant quand on investit en bourse. Mais je t'invite à relire le module 1 donc de la formation Qu'investir, où tu peux avoir tous ces éléments en tête pour vraiment avoir ton objectif de performance et ton profil de risque un peu plus détaillé. Et donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on va se concentrer sur les trois facteurs qui expliquent la performance en bourse de long terme. Est-ce que tu les connais? Je pense que Rudy et Nazim ont déjà participé, donc ils connaissent. Est-ce que toi, Sébastien, les trois, tu m'as dit, j'ai pas entendu. les trois facteurs qui expliquent la performance en bourse sur le long terme? Je ne sais pas si Nicolas aussi, tu as une idée. Euh, Peut-être la capitalisation, ça rentre en compte, non? C'est ce que je pensais, oui. Mm. Ouais, c'est un point aussi. Ouais, Il y a la santé après la santé un peu économique de l'entreprise. ouais, bien sûr. Quand on parle de Et quand on parle de la performance de ton portefeuille de manière plus générale. honnêtement, je vais pas dire de bêtises. Ok. Nicolas, tu as peut-être une idée aussi, en plus? Après, je pense que c'est celles, les actions, obligations qui ont le plus augmenté dans les dernières années, non? C'est pas ça un peu la Ouais, donc tendance, là, non? tu pourrais parler de ce qu'on pourrait appeler ça du stock picking, c'est-à-dire le choix d'une action. Ça, c'est effectivement un des facteurs. Il y en a deux autres. En fait, le premier, le facteur le plus important, c'est en fait l'allocation
c'est-à-dire comment tu alloues ton argent entre tes différents actifs, entre tes différentes classes d'actifs dans ton portefeuille. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est justement le stock picking, le choix des actifs, le choix des actions qu'on va sélectionner au sein de notre allocation. Et la troisième chose, c'est le market timing, quand on les achète. Donc, avec ces trois facteurs, on peut vraiment expliquer la performance d'un portefeuille à moyen et long terme. Et ce qui est vraiment important, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, le chiffre à retenir, c'est que 95% de la performance en bourse sur le long terme est liée aux deux premiers éléments, donc à l'allocation d'actifs et au choix des actions. Et finalement, le market timing, donc quand on l'achète, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important dans la performance. Et ça, c'est une notion qui est importante parce que finalement, quand on commence, on peut se dire je suis important de savoir quand j'achète, etc. Et en fait, c'est un piège. Il faut mieux déjà se concentrer sur savoir comment on alloue notre portefeuille et savoir ce qu'on achète. Et après, se concentrer sur quand on va l'acheter. Et donc, quand on réfléchit à cette méthode, c'est-à-dire qu'il faut passer presque 90-95% de notre temps à savoir notre allocation d'actifs et le choix des actions. Donc, justement, c'est ce qu'on va appliquer. Et donc, on va aller sur chacune de ces trois étapes. Donc, pour ton portefeuille, on va commencer justement par l'allocation active. Donc, comment est alloué ton portefeuille. Et donc, pour cela, sur la toolbox, donc sur le site de Coinvestir, il y a justement cette partie « Gère ton portefeuille » où j'ai rentré les positions que tu as dans ton portefeuille. Donc, je crois qu'on prend que Microsoft n'y est pas. Hop. Et savoir calculer. Et donc là, c'est les actions que tu m'as envoyées, que tu détiens dans tes différents comptes. Je ne les ai pas toutes rentrées parce qu'il y a notamment des actions comme NIO et Alibaba en Chine qui ne sont pas actuellement couverts par la toolbox, mais on a une bonne couverture sinon sur les actions américaines et européennes que tu as au sein de ton portefeuille. Et justement, en parlant d'allocation d'actifs, on a ici directement des indicateurs de diversification, notamment géographique et sectorielle. Donc, donc, notamment, on voit l'exposition qui est extrêmement importante aux États-Unis. Et donc là, notamment, elle paraît assez insatisfaisante parce qu'il y a une exposition peut-être un peu trop importante à ce pays. Il faut nuancer le fait que toi, tu as aussi des actions en Chine qui vont apporter une diversification en plus par rapport à ce qu'on voit là en face de nous. Donc, la première chose, c'est justement qu'il faudrait peut-être un peu sous-pondérer les États-Unis pour aller plus vers de l'Europe ou encore plus de Chine. Mais toutefois, je pense que c'est déjà une bonne, un bon réflexe que tu as eu de mettre plus d'États-Unis dans ton portefeuille, parce que sur le long terme, c'est le marché où il y a le plus de performance. D'accord. C'est bien c'est pour ça un petit peu que j'ai alloué un peu plus de mon portefeuille sur les marchés US. C'est un bon point. Donc, c'est la bonne tendance, peut-être un peu trop, mais c'est la bonne approche, mais dans un niveau un peu moins important. Le point, c'est la partie diversification sectorielle. Et on voit ici la diversification au sein des différents secteurs. Et donc, tu as une diversification qui est plutôt satisfaisante parce qu'effectivement, tu as des positions principalement dans tout ce qui est tech, hein, on a vu, mais aussi J'ai beaucoup de telco, donc AT&T par exemple, tu as Verizon aussi, tu as Walmart qui sont du retail, donc de la distribution. C'est le Carrefour américain. Et donc, on a une diversification qui est amenée par ces différents noms. Donc, sur la partie sectorielle, tu as plutôt bien mesuré ta diversification. L'autre point, par contre, et ça correspond avec les questions que tu te poses, c'est sur l'exposition aux petites capitalisations boursières et au risque de ton portefeuille. Et on va la retrouver ici avec le niveau de volatilité. Et donc, la volatilité, elle est forte dans ton portefeuille actuellement parce que effectivement, tu es exposé à beaucoup de capitalisations boursières qui sont petites, faibles, et aussi à des noms qui sont très volatiles, qui sont vraiment un peu dans la mode. C'est-à-dire que quand on voit les noms, tu as NIO par exemple,
Fuel Cell, Gossin, c'est des noms qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux et qui ont une volatilité qui est extrême. Ouais. Et donc, forcément, ça va se voir dans cette partie volatilité. Et ton portefeuille va être très volatile. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, qu'il faut avoir en tête, qu'il faut tout réduire parce que ça va amener un des niveaux de risque qui va être important sur ton portefeuille. Il peut faire du moins 30, plus 30% assez rapidement à cause de cette volatilité. Ouais. Donc, si je ne me trompe pas, par exemple, je pense que Ouais. hier, où le Nasdaq, il a fortement chuté en milieu de journée, il a atteint moins 3%. Ton portefeuille, il a dû. Il a pris une tarte. Voilà. Il a pris une bonne tarte. Ouais, donc c'est lié à cette exposition qui est importante à ces noms. Et donc, justement, on peut en venir à cette deuxième étape dont on a parlé tout à l'heure, donc à la partie stock picking, le choix des actions. Et justement, peut-être essayer de réduire justement des noms qu'on peut appeler spéculatifs pour aller sur des noms qui vont te permettre de te diversifier tout en étant moins volatile, donc en ayant moins de risques sur ton portefeuille. Parce que des noms spéculatifs, c'est intéressant d'en avoir dans son portefeuille. Fuel Cell, Gossin, des choses qui peuvent, enfin, c'est vraiment spéculatif, qui peuvent apporter une plus-value, mais ça ne doit pas être la majorité de ton portefeuille parce que sinon ton portefeuille est trop risqué. Ouais. Ça ne va pas être forcément de l'investissement, ça peut parfois ressembler ton portefeuille à un casino de pièces parfois jetées en l'air avec on est sur ce que ça va donner. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et donc, dans la partie optimisation, donc là, c'est un outil, je ne sais pas si tu l'avais vu déjà, Sébastien, qui permet, Non. en fait, c'est un outil qu'on a créé qui permet de regarder dans ton portefeuille, spécifiquement les noms qui ont une mauvaise note sur le score qu'investir et D'accord. de proposer au contraire des noms à l'achat. Premièrement, en fonction d'un critère de diversification. Donc, on va regarder les secteurs qui sont les plus décorrélés avec ceux que tu détiens actuellement, avec ton portefeuille. Et aussi, secteur, regarder ceux avec la meilleure note. Et donc, par exemple, le secteur Basic Materials ou le secteur Utilities ou le secteur Healthcare sont des secteurs qui sont peu corrélés avec les principales lignes et les principaux secteurs que tu détiens. Donc, par exemple, la technologie, effectivement, tout ce qui est Basic Materials, donc matières premières, et Utilities, donc c'est tout ce qui est, par exemple, EDF ou Gaz de France ou GDF, Engie, par exemple, ont, eux, des corrélations qui sont vraiment faibles avec le secteur technologie. Et donc, l'intérêt, c'est d'aller justement se diversifier sur des secteurs peu corrélés. Comme ça, ton portefeuille, en cas de fort repli, des actions, quand les actions vont baisser, il y en a d'autres de ton portefeuille qui vont pouvoir monter. Donc, si on regarde, par exemple, les actions avec un nom, avec une note qui est plutôt mauvaise, il y a par exemple Atos en France. Je ne sais pas si tu connais bien l'entreprise, mais il y a eu des rumeurs de falsification comptable qui sont sorties il y a quelques semaines. J'avais entendu, ouais, il me semble. Ouais, donc, moi, je dis toujours que quand ce genre d'événement arrive, il n'y a jamais de fumée sans feu. Ouais. En plus, je connais un peu l'entreprise et je sais que vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu, si je peux dire ça. C'est un mauvais élève. Donc, après, effectivement, en fait, il y a toujours l'attrait quand il y a ce type de nouvelles qui sort, le titre chute. Donc, on va regarder l'analyse technique. Ouais. Le titre chute et finalement, on peut se dire qu'il n'est pas cher et que ça va être attrayant. Mais finalement, il y a tellement d'actions qui sont disponibles dans le monde entier qu'on peut trouver des actions qui sont pas chères, attrayantes avec un bon business model et qui n'ont pas des solutions de manipulation comptable. Donc d'autant plus que là, en fait, en plus, l'entreprise, d'un point de vue technique, elle a cassé toutes ses moyennes mobiles là sur les dernières séances. Donc, ce momentum, quand on voit ici la note, le momentum, il est vraiment plus basse note qu'on puisse avoir, et 0. Donc, c'est-à-dire que là, le momentum sur Atos, il est vraiment calme, voire mort. Donc,
C'est pour ça que nous, c'est un titre qui va ressortir à la vente et qui est une proposition sur les prochains mois. C'est sûr qu'on peut trouver une action qui sera plus intéressante. Ça, c'est la première recommandation sur la base du score qu'investir. Il y a Teladoc aussi, qui est une entreprise très intéressante aux États-Unis, que je connais bien aussi, qui est un petit peu déçu sur les résultats il y a quelques jours. Et bon, la qualité de l'entreprise à moyen long terme, elle est toujours présente. C'est une entreprise qui fait de la télémédecine aux États-Unis. Mais là encore, d'un point de vue technique, elle a cassé ses différentes moyennes mobiles. Et c'est surtout aussi d'un point de vue cherté, où en fait, elle commence à être moyennement valorisée. Et c'est vrai qu'elle était encore un peu chère il y a quelques semaines. Là, c'est un petit peu amélioré d'un point de vue valorisation. Mais c'est une entreprise qui reste chère. Et enfin, ouais, on peut parler notamment de Fuel Cell ou de Gossin. Fuel Cell, je pense que tu connais bien l'action aussi sur Fuel Cell. Fuel Cell, Ouais. je sais que c'est secteur de l'énergie. Après, je ne la connais pas. C'est les centrales, je crois, les centrales ou centrales électriques ou un truc comme ça. Ouais, des piles à combustible, effectivement. Ouais. Ouais. Voilà. Et effectivement, c'est une entreprise qui participe vraiment d'une méga tendance des renouvelables qui est très importante, mais qui, quand on regarde l'analyse technique, est très volatile. Hein. C'est vraiment un titre qui a énormément, C'est vrai. énormément bougé. Sur ce type d'action, effectivement, quand on regarde le marché de l'entreprise, on se dit qu'à moyen long terme, le marché est immense, que l'entreprise a une technologie. Donc, c'est vraiment une entreprise qui a l'air de qualité. Par contre, il faut vraiment faire attention au prix. Donc là, quand on parle de prix, par exemple, ça va être la marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est la différence entre la valeur de l'entreprise et le prix auquel on va l'acheter. Donc là, il est nul parce que finalement, c'est une entreprise qui a une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars et qui l'année dernière avait 60 millions de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que, t'imagines, ça fait un EV to sales, donc un multiple. Quand on prend le multiple de capitalisation boursière ici, divisé par le multiple de vente, donc qui est presque proche de l'EV, on a un multiple de 27. Donc ça veut dire il faut payer 27 fois le chiffre d'affaires quand on achète l'action. Donc c'est simplement monstrueux, c'est énorme. Et c'était encore pire finalement il y a quelques mois, parce que quand on a atteint 20 ou 30, c'est 3 fois le prix actuel. Ça veut dire qu'on payait 60 fois le chiffre d'affaires pour une action, pour cette action. Ouais, c'est énorme. Donc, ouais, en fait, c'est ça qu'avoir ce type d'indicateur en tête, c'est important. Quand on passe, tu vois, un autre exemple, par exemple, c'est Datadog, une autre entreprise que tu détiens. C'est une très, très belle entreprise américaine qui fait de la gestion d'infrastructures sur le cloud. Et donc, en fait, ils aident les entreprises à gérer leur cloud d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue downtime, donc pour bien veiller que le cloud soit opérationnel, etc., etc. Et donc, il y a un niveau de croissance de l'entreprise exceptionnel. L'entreprise croît à 40-50% de croissance du chiffre d'affaires par an. Et le business model est fort parce qu'il y aura des niveaux de marge de profitabilité ou vraisemblablement qui seront à 30-40% dans les prochaines années au moins, voire plus. Et donc, l'entreprise, pareillement, c'est une très belle entreprise avec un niveau de croissance qui est exceptionnel. Mais là encore, il faut regarder le niveau de valorisation. Et là, c'est une entreprise qui se traite autour de 30 fois le EV to Sales. Ça, c'est une entreprise de très bonne qualité avec un niveau de croissance et qui est jugée comme chère. Donc, quand on voit Fuel Cell, par exemple, qui à ce moment-là coté à 60 fois, c'est vraiment un indicateur d'alerte. Quand on peut avoir ce ratio en tête, effectivement, même si c'est une entreprise de très belle qualité, il y a un prix, il y a un prix pour tout.
Ouais, carrément. Donc, ouais, avoir ce niveau. C'est vrai que Ouais, je l'avais acheté un petit peu cher, ouais. Du coup, j'en avais repris pour baisser ton PRU. mon coût moyen. Ouais, Ouais, mon PRU. Et du coup, ça a continué. Ça ouais. continue donc après. Bah, C'est vrai que je me suis pas mis de stop loss. ouais, mais quand c'est volatile, de toute façon, comme ça, c'est dur d'être discipliné. Mais effectivement, il faut tâcher de mettre un stop loss Ouais. pour éviter ce type Ouais. d'événement. Donc, on a vu voilà, des cibles à la vente. On parle de stock picking, d'actions qui, effectivement, notamment Fuel peuvent être intéressantes, mais sont un niveau de valorisation qui est quand même assez élevé. Et au contraire, se diversifier sur des noms complémentaires dans ton portefeuille. Donc, par exemple, Newmont Corporation, qui est une entreprise minière d'or, par exemple, qui peut être intéressante parce que c'est vraiment une décorrélation avec tout ce qui est le secteur technologique et c'est une exposition là sur de l'or. Donc, en plus, on n'a pas parlé de TF sur l'or, mais peut-être que tu as un ETF sur l'or dans ton portefeuille ou sur un autre. Non, je n'en ai pas. Du coup, Mais je connaissais pas cette société. comment? Je la connaissais pas, celle-là. Ouais, elle est américaine, Newmont. mais ils sont, c'est le deuxième ou troisième plus gros producteur, donc c'est une entreprise assez importante dans le secteur. Mais du coup, ça peut justement amener D'accord. une diversification. Ou alors, si on parle d'or, de ETF sur l'or, voilà aussi t'amener une diversification. En cas de fort repli du marché, ce type d'actif va être décorrélé et donc va pas chuter comparativement, par exemple, au reste de ton portefeuille qui sera technologique et qui va un peu plus être chahuté en cas Ouais. de repli. Et donc, il y a d'autres propositions. Ici aussi, Utilities, ou même des entreprises du health aux États-Unis pour te diversifier là aussi du secteur technologique. Donc ouais, la recommandation, ce serait effectivement de diminuer cette exposition sur ces profils spéculatifs. Effectivement, ça peut être une part de ton portefeuille. Hein. C'est difficile de donner un niveau, ça va dépendre de ton profil de risque. Pour les personnes qui sont vraiment qui peuvent prendre une grosse capacité de risque, ça peut aller jusqu'à 20, 30, voire 40%. Et il faut dire que c'est des sommes où c'est une partie du portefeuille que tu es vraiment prêt à perdre. Et donc, il faut Pas perdre. penser à l'autre partie. Et donc, dans la partie recherche, par exemple, si on veut se diversifier, là, c'est les meilleures actions, par exemple, en France. Et donc, il y a par exemple Corian qui pourrait, par exemple, aussi te permettre de te diversifier, qui est une maison de retraite, le gérant de maison de retraite en deuxième en Europe après RPA. Et D'accord. qui pourrait te diversifier, par exemple, de tout ce qui est technologique et le marché américain. Donc, des secteurs des entreprises qui sont vraiment complémentaires. Donc, C'est vraiment complet. Hein. ouais. Est-ce que tu as des questions déjà Alors là, du coup, tu es dans dans quelle partie parce que je n'arrive pas bien à voir. Là, on est dans la partie recherche. Finalement, il y a une partie analyse. D'accord, ok. Où on peut analyser n'importe quelle action en fonction des 5 M, donc des 5 critères dont on a parlé. D'accord. Il y a une partie recherche pour finalement se concentrer sur justement celles qui ont la meilleure note sur toutes les entreprises qu'on couvre et donc les trouver directement. Et chercher dans ces noms des entreprises qui vont surperformer. Okay. Donc, d'accord. Et après, il y a la partie portefeuille qu'on a pu voir où il va y avoir justement ces éléments de diversification et d'analyse. D'accord. Donc là, du coup, je suis un peu trop exposé à la tech et aux small caps. Ouais,
exactement. Effectivement, tu as un profil qui est vraiment t'as un profil qui est adepte au risque, mais cette partie, en fait, je pense que dans ta tête, il faut que tu te dises d'arriver à catégoriser des actions qui sont spéculatives, comme Fouessel par exemple, comme celle qu'on a pu voir. Atos. Ouais, Atos, c'est pas spéculatif, mais en tout cas, c'est plutôt risqué avec C'est risqué, ouais. de classification qu'on a pu voir. Gossin, Au sein. et que tu as Nio aussi qui peut quand même être assez, assez. J'avais Nio et Palantir aussi. Voilà, Palantir. Palantir exactement aussi, c'est une entreprise Ouais. qui est chouette. Et donc te dire que ça, en fait, c'est un peu ton portefeuille tactique dans lequel c'est spéculatif, tu prends un risque qui est important, mais il te faut aussi un portefeuille d'actions qui vont être moins volatiles, avec, qui vont en fait finalement rassembler les 5 M qu'on voit ici. Parce Ouais. que c'est vraiment le gage de performance sur le long terme. Donc, est-ce qu'on pourrait se faire un portefeuille d'actions qui rassemble ces caractéristiques? Donc voilà pour cet élément. Il y avait un autre point aussi que je voulais voir. Le dernier, c'était d'un point de vue compte. Tu n'as pas de PEA qui est ouvert actuellement? Comment? Tu as un PEA qui est ouvert actuellement? Non, j'ai que 2 CTO. Euh, Non, ouais, bah, j'ai pas pensé. Ouais, bah, au moins ouvre-le et fais ce qu'on appelle une date, une date d'entrée, parce qu'une fois que tu auras créé ton PEA et que tu auras versé au minimum une somme dessus, dans 5 ans, tu seras défiscalisé sur ta plus-value. Enfin, ta Ouais. plus-value sera passée de 30% à 17,2%. Hmm. Ce sera déjà un gain. Au moins, toutes tes actions européennes, il faut les mettre là-dessus. Et puis après, Ouais. si tu veux des ETF sur le marché américain, il y en a certains qui sont éligibles au sein de ton PEA aussi. Donc, Ah, au PEA. Ah ouais, même, d'accord, je savais pas ouais, ça. il y en a quelques-uns sur le Nasdaq ou sur le S&P qui sont éligibles PEA. D'accord. Ah, c'est pas mal, ouais. Et Donc, c'est lesquels, du coup, qui sont éligibles au PEA, tu sais? ouais, je pourrais t'envoyer. Il y a Amundi et Lixor qui ont tous les deux D'accord. des ETF Nasdaq, S&P, MSCI World. Ah Et ouais. PEA. Ah ouais, donc il y a du choix. Ouais. Ok. Donc voilà pour tous ces éléments. Ok, bah, en tout cas, merci pour tous ces conseils, hein, que tu m'as donnés. Avec- Et un peu pour pouvoir déjà me corriger sur les erreurs effectuées et puis quand même assurer mon portefeuille d'une manière un peu moins volatile, quoi. Ouais, exactement. Parce que des journées comme hier, tu l'as vu, Ouais, c'est terrible. ouais, je- j'ai vu après, aux États-Unis, ça rigole pas du tout, hein. Le marché, Ouais. il y a des actions qui font moins 10, moins 15% d'une journée, c'est normal. Hmm. En France, en Europe, on n'a pas du tout ça. Et Ouais, il y a moins de volatilité. donc, c'est pour ça que c'est intéressant, hein. Moi, j'adore le marché américain parce qu'effectivement, quand tu as raison rapidement et tu peux gagner beaucoup. Mais voilà, il faut le faire avec des règles et il faut diversifier pour éviter d'être trop exposé aussi à des noms trop volatiles. Hmm. Ouais, carrément. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Je m'adresse aussi aux autres sur ce qu'on a pu voir ensemble. Une question par rapport à l'approche corps satellite qu'on avait vue la semaine dernière. Est-ce que c'est déconnant d'avoir un portefeuille qui est 100% action, sans ETF? En fait, ça dépend du nombre d'actions que tu as dans ton portefeuille. Parce que pour amener une diversification, il faut un certain nombre d'actions. Les études montrent que voilà, une quinzaine, vingtaine, c'est le minimum. Et il faut une diversification entre les secteurs parce que c'est ce qui est le plus important. Parce que pour amener une décorrélation entre les différents actifs. Parce que tu vois, si tu as 20 actions, par exemple, ça fait 5% en moyenne. Donc, ton portefeuille peut rapidement, s'il y en a une qui dévisse, dévisser aussi, enfin, ton portefeuille va être fortement impacté. Ouais. Donc, voilà, si après, tu as la capacité de suivre et le temps
20 actions, voilà, avec plaisir. Après, l'intérêt, c'est justement de cette approche. Peut-être pas de mettre 50% d'ETF, hein, mettre 20 à 30%, mais sur un ETF comme le S&P, sur le Nasdaq ou sur le MSCI World, on a 500 ou 1600 actions directement avec une seule ligne. Et donc, on a cette diversification. Et là, on sait à peu près que cet ETF va ramener entre 8 et 10% de performance par an sur le long terme. Et plus après aussi, on peut se spécialiser. Et plus on apprend, plus on peut baisser cette part ETF pour aller sur des actions. Mais aussi, l'intérêt de l'ETF, c'est que voilà, si on a 20-30%, on peut se concentrer aussi sur des lignes. Donc, il y a une diversification et on peut se concentrer après sur des actions de forte conviction. D'accord. Tu as envie d'avoir que des actions, Rudy? C'est ce que j'ai pour l'instant, en fait. Ok. C'est ce que j'ai pour l'instant, et notamment au travers du PEA, Ouais. donc avec essentiellement des actions CAC 40. Du coup, une question complémentaire par rapport à ça. Dans un PEA, est-ce que c'est déconnant de passer à côté d'actions du secteur du luxe? Étant donné que quand on voit les performances sur les 5 dernières années, dividendes comprises, sur les 6 premières actions en performance, il me semble qu'il y en a 3 du luxe, LVMH, Kering et Hermès. Donc, est-ce que pour un PEA, c'est déconnant justement voilà, d'avoir aucune action du secteur du luxe? Comment dire? LVMH, Kering et Hermès, c'est des actions qui ont toujours eu des bonnes notes de score co-investir parce que c'est des excellentes entreprises qui rassemblent les 5 critères qu'on aime bien quand on recherche une action. Elles ont un niveau de performance, de croissance qui est important parce qu'il y a justement le marché chinois qui s'est ouvert, qui a permis à ces entreprises de croître ces dernières années de manière importante, 10 à 15% de croissance par an. Elles ont un management de qualité. Là, d'un point de vue valorisation, elles ne sont pas les moins chères du monde, on va dire. Donc, ils vont être plutôt bien valorisées. Donc ça, c'est le point qui pêche un petit peu. Mais d'un point de vue, par exemple, avantage concurrentiel sur le mode, donc là, c'est un peu neutre parce que ça a été impacté par les chiffres de 2020. Mais des entreprises comme les 3 dont tu as cité, Kering, LVMH et Hermès, ont un avantage concurrentiel incroyable. C'est la puissance de leur marque qui est inimitable, qui est illimitée et qui le restera sur les prochaines années. Donc, et d'un point de vue momentum aussi, là, pour l'instant, c'est positif. Donc, pour moi, quand on parle de stock picking, c'est des actions qui doivent faire partie d'un portefeuille parce qu'elles rassemblent ces 5 critères. Après, il y a la question là, du market timing. Là, en ce moment, elles sont un petit peu chères, on voit sur la note, la partie valorisation. Donc, peut-être pas rentrer tout de suite, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment des actions qu'il faut avoir dans ta watchlist. Et en cas de repli du marché, les avoir dans son portefeuille. D'accord, ça peut permettre aussi de s'exposer au secteur asiatique indirectement, je suppose. En plus, ouais, c'est vrai. En plus, ouais. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, Ouais. j'aurais une petite question. Est-ce que, d'un point de vue sur du long terme, on va dire, est-ce que ce serait personnellement, toi, à titre personnel, est-ce que tu es plus un holder ou tu diversifies et tu revends avant le. Enfin, je veux dire, tu fais plus du scalp ou du hold? Ouais. Je fais plus du hold. Pourquoi? Parce que finalement, sur le long terme, la performance, elle n'est pas liée à l'analyse technique ou quand on achète, quand on vend, mais vraiment aux positions qu'on détient. Et donc, D'accord. moi, ce que je fais, et ce qu'on fait dans les fonds d'investissement, c'est qu'on essaie d'optimiser finalement le ratio performance sur temps investi. Et tout ce qui est scalping, day trading, etc., on peut passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et la performance à la fin d'année, elle sera jamais meilleure que quelqu'un qui a choisi les bonnes actions et a pu les acheter et a maintenu ses positions sur ces actions. Donc, donc le ratio performance sur temps investi, il est bien mieux sur du hold, trouver les bonnes actions, savoir les reconnaître et les acheter au bon moment. Ok. Merci.
Avec plaisir. Mais il y a souvent cette question, donc ça m'étonne pas. Ah, ça revient. Ouais, ça revient souvent, ouais. Petite question, Alex, encore, si possible. Ouais. Concernant le fait d'avoir un ETF, par exemple, sur le Nasdaq, Ouais. ou d'avoir en portefeuille des actions Apple et Microsoft, par exemple, est-ce que du fait de la pondération et du poids dans l'indice que représentent ces sociétés, est-ce que c'est pas au final quasi équivalent d'avoir des actions des grosses sociétés comme ça que d'avoir un ETF? Et même potentiellement mieux parce que j'imagine que ces actions-là, elles surperforment leur indice en règle générale, autant qu'une valeur comme LVMH, par exemple, pour le CAC 40. Je connais pas le poids d'Apple et de Microsoft dans le Nasdaq. Effectivement, ça doit être des. Je sais pas. C'est au moins ouais, c'est des gros pourcentages là. Ouais, 10%. Honnêtement, je ne sais pas trop, mais bon, les GAFAM en règle générale. C'est 11% dans le Nasdaq 100. Putain. Microsoft, c'est 9%, Amazon 8% et Tesla 4%. Donc effectivement, tu as un poids important sur ces actifs. C'est pour ça que ces trois-là, ça fait partie des trois qui ont les meilleures notes sur le score qu'investir parce qu'effectivement, c'est pour ça aussi qu'elles ont un poids important parce qu'elles ont surperformé sur les dernières années les autres actions au sein du Nasdaq. Effectivement, les détenir en direct, je pense que c'est une bonne idée. Et après, est-ce que c'est aussi intéressant que de détenir du Nasdaq? Je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire que le Nasdaq, ces dernières années, tu as 14-13% de croissance, de performance analysée sur les 10-15 dernières années. Donc Apple et Microsoft, ça va être un peu plus. Mais il y a une partie aussi importante des petites capitalisations boursières, à part Apple ou à part Microsoft, qui pourront aussi garantir une performance dans ton portefeuille. Donc, encore une fois, c'est une question de diversification vis-à-vis du reste de ton portefeuille. Les détenir en direct, oui, je pense que c'est une bonne idée. Et après, c'est juste que ça dépend du reste de ton portefeuille, si tu n'as que celle-ci ou si tu es prêt à avoir un ETF pour le diversifier. Je vais juste brancher mon câble, j'arrive. Je sais pas si ça répond à ta question, Rudy. Oui, c'était ça. C'était voilà, vraiment savoir s'il était préférable d'avoir une, deux, voire trois, voilà, des grosses sociétés d'indices, ou d'avoir un ETF qui reproduit l'indice même. Voilà. C'était juste savoir la préférence de l'un ou l'autre, mais en effet, c'est bien diversifié. Ouais. Toujours, mais bon, ça peut être Ok. Il y a Joe qui nous a rejoint il y a une dizaine de minutes. Je sais pas si tu nous entends. Ouais, je vous entends. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Impeccable. En tout cas, merci pour tes interventions. C'est la première fois que je suis en direct, mais souvent je les regarde le soir et c'est avec grand plaisir en tout cas. Pareillement. Je crois que tu avais une question, peut-être tu voulais parler de Carbios. Ouais, alors comme tu le sais, je m'intéresse à cette société et j'ai toujours été depuis quelques années positionné dessus. Je suis confiant sur l'avenir de cette société. C'est sûr que les événements en cours, à savoir la construction du démonstrateur, les capitaux nécessaires pour monter éventuellement la première usine, tout ça, ça peut un peu inquiéter les investisseurs, les petits porteurs en particulier. Alors j'ai vu donc ton opinion par rapport à cette augmentation de capitalisation. Avec les éléments que tu connais, à savoir qu'il y a déjà une bonne part, 105 millions qui seraient déjà alloués, c'est une excellente nouvelle. Ça conforte l'idée qu'effectivement, ils savent bien vers quoi ils vont, et ils savent ce qu'ils font, et qu'il y a une confiance générale sur la technologie. Je crois que c'est déjà
assez acquis, notamment avec la publication dans Nature, mais je crois que là, il reste à capitaliser les données pour pouvoir faire un démonstrateur de grande taille. Maintenant, par rapport à cette capitalisation, cette augmentation, effectivement, elle est très conséquente. Cela dit, si elle est assurée, c'est une bonne chose parce que j'imagine que pour un investisseur que tu es, c'est rassurant parce que ça permet une visibilité sur un terme à moyen terme, au moins presque. Là, on avait du cash jusque pour une année. Là, on peut presque se porter à 4-5 ans, enfin jusqu'en 2025, la construction de l'usine. Donc, c'est une excellente chose. En plus, ils auront donc ils auront trouvé l'argent et ça rassure. Donc, il n'y a plus aucune raison pour que ça ne se fasse pas. Alors après, bon, la question qu'on se pose toujours, c'est de savoir l'incidence sur le cours. Pareil, tu as un petit peu répondu. Pour toi, c'est quelque chose de neutre. Bon, tout dépendra bien sûr des partenaires avec qui construire l'usine. Mais bon, moi je me dis souvent sur cette action, parfois j'ai été tenté de tenter en me disant qu'il y a une forte hausse d'alléger et d'y revenir, mais chaque fois j'ai eu tort. Je me dis de toute façon sur cette action, j'ai le sentiment que même si parfois il y a pas de communication pendant un temps parce qu'il n'y a pas de l'actualité forcément au jour le jour, je vois pas trop comment ils auraient pu faire mieux parce que en réalité tout s'enchaîne un petit peu comme annoncé. Et même là, je veux dire, d'avoir déjà des partenaires avant même, quelques mois avant même le démonstrateur, c'est plutôt positif. Donc oui, je voulais simplement échanger avec vous sur ce titre. J'avais quand même 2-3 questions précises, mais déjà par rapport à ce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais déjà par rapport à tout ça, est-ce qu'on est un peu d'accord sur le constat? Ouais, bah écoute, moi j'ai échangé avec le management ce matin et avec l'analyste financier sur ce sujet. Et c'était ma conclusion finalement du post que j'ai fait tout à l'heure. Je pense que, comme tu l'as dit, l'opération a été très bien menée par le management parce que, in fine, il lève donc 105 millions sur une capitalisation boursière de 330, 320. Ouais. Donc il se dilue de 36%, donc c'est quand même assez important. On en retrouve finalement le cours de bourse avant cette annonce, donc 41 €. Donc ça veut dire que le management a réussi à préparer les investisseurs en faisant notamment des roadshows informels pour leur parler au préalable et à céder donc de bonnes nouvelles avec notamment cette deuxième lettre d'intention pour faire une augmentation de capital opportune. C'est opportun, mais quand le marché est ouvert, il faut le faire, donc ils en ont profité. Et donc, on se retrouve à 41 € et avec donc une augmentation de capital de 105 millions qui permet de financer cette usine. Et finalement, c'est quelque chose à laquelle ils avaient déjà pensé, ils nous l'ont dit tout à l'heure. Ils y avaient déjà pensé il y a quelques années, il y a 3 ans, sauf qu'ils n'avaient pas à cette époque les ressources financières pour y arriver. Parce que c'est 100 millions. Ils n'avaient pas du tout ni la légitimité, ni les ressources financières. Ils ont eu la légitimité avec l'article de Nature. Et les ressources, ils les ont maintenant avec cette augmentation de capital. Et ça vraiment, en fait, in fine, ça permet de dérisquer le projet parce qu'il y a certains producteurs de PET qui auraient été moins consentants à acheter une licence d'usine de 50 000 tonnes avec un démonstrateur qui avait été effectué seulement sur 1000 tonnes ou un peu moins actuel. Donc, cette étape à 40 000 va permettre de dérisquer le projet sur les prochaines années. Donc, d'un point de vue business, ce sera surtout cet effet-là. Ouais, je crois que le producteur, lui, il aura quand même, en tout cas, il y a encore 35% à peu près du financement à trouver pour l'usine, il me semble. Ouais, parce qu'ils ont un prêt sûrement de la BPI, ou non pas de la BPI, de la Banque de financement européenne.
de l'ordre de 30 millions. Donc, ils ont déposé le dossier. Ils vont avoir la réponse dans les prochains mois ou prochaines semaines pour le reliquat. Enfin, l'usine coûte 100 millions. Donc, Ouais, déjà ouais. entièrement financé, mais et si besoin, il y a en plus cette partie de 30 millions qui sera financée par la Banque de financement européenne. Enfin, il y a 105 millions d'assurés. Alors après, il y a aussi dans les dépenses courantes et dans l'innovation, etc. Et donc, il y aurait 65% de cette somme, de la somme, que ce soit 105 millions ou 120 millions, qui serait allouée à la construction de l'usine. Donc, il reste de toute façon 45 millions à trouver. S'ils en ont 30 millions de la BPI, tant mieux. Et il restera. Le producteur, lui, il mettra peu la main à la poche, voire voire pas du tout. Il apportera surtout son expertise, mais il prendra donc un risque très limité. Ouais. Donc c'est ce qui donnera une visibilité. Oui, tout à fait. Ouais. On a été coupé, je crois. Ouais. On a été coupé avec Joe. Est-ce que vous avez des questions peut-être aussi sur ce titre, Rudy, Nazim, Nicolas ou Seb, sur Carbios? Pas plus. Moi, j'ai eu mes réponses dans ton article et puis dans ta réponse précédente. Donc, je pense que je vais y souscrire au travers de mon PEA. Et puis, voilà, d'une petite somme tous les quelques mois pour lisser dans le temps. Et puis, on verra ce que ça donne. Parfait. Ok. Moi, j'avais une petite question. Dans ton article, tu avais dit que Carbio a su très bien gérer son timing. Par contre, j'ai pas trop compris enfin, pourquoi en fait tu as dit ça. Pourquoi, le management a bien géré, c'est ça? Ouais, il me semble que tu avais aussi parlé ils ont bien géré au niveau du timing. Et ça, j'avais pas trop compris pourquoi. Parce que quand tu fais une augmentation de capital qui te dilue de 36%, sans DPS, donc sans droit de préférentiel de souscription, ça veut dire que l'entreprise se dilue de 30%, donc le cours de bourse va forcément chuter. Donc eux, ils ont réussi à le faire juste après une nouvelle qui était importante, où ils ont eu cette lettre d'intention. Et donc, le cours de bourse a baissé de 8%, mais finalement, on retrouve le même niveau d'il y a un mois. Ils l'ont fait rapidement. Donc ça aussi, quand tu fais une augmentation de capital de 36%, il faut avoir déjà validé auprès des investisseurs actuels un certain intérêt. Et donc, ils ont réussi à faire tout ça en un mois vis-à-vis des investisseurs historiques, donc Michelin, L'Oréal notamment, mais aussi de nouveaux investisseurs. Ils ont réussi à enchaîner et le financement et la deuxième lettre d'intention et là, l'augmentation de capital. Donc, c'est pour ça que tous ces éléments, dans un timing aussi court, c'est quand même c'est bien fait. Et donc, le management a bien géré la situation. Ouais, désolé, j'ai été coupé. Comme toi, j'avais plus d'alimentation. Ah. Tu m'entends? Ouais, on t'entend. Ouais. Ouais. T'avais Je d'autres voulais par rapport à... Ouais, en fait, c'est intéressant de toi qui es pro. Le petit porteur se pose toujours la question dans des opérations telles que celle-ci et puis en général par rapport aux délits d'initiés. Est-ce que vraiment est-ce qu'on peut penser justement à juste titre, qu'actuellement le cours est maintenu au-dessus pour inciter les gens à participer à l'augmentation de capital? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu du fantasme? Il faudrait des. J'ai pas. En fait, il faut regarder, les volumes échangés, sur la journée. C'est pas énorme, c'est 75 000, je crois, aujourd'hui. Ouais, Mais c'est vrai que si le cours venait à descendre en dessous de 41, les gens seraient très réticents à y participer, quoi. Ouais, après là, en tant qu'actionnaire, on a tout intérêt à y participer parce qu'il peut y avoir une décote jusqu'à moins 20% par rapport au prix de semaine. Donc, en fonction de la souscription ou non au titre. Donc là, avec un maximum de 41 €.
Donc là, en fait, en souscrivant à l'offre, bah, on va l'acheter à 41 € maximum. Donc là, le cours, il est à 42 €. Donc on aura forcément un gain. Et ça peut être en dessous. Je ne pense pas que ça sera trop en dessous dans la mesure où apparemment ils ont déjà souscrit les 105 millions, enfin, un financement de 105 millions. Donc il y a un gain. Après, je pense que tous ces types d'opérations sont extrêmement, extrêmement surveillés par l'AMF. Ouais. Donc, il faudrait que les personnes qui essaient de manipuler, c'est de la manipulation de cours, hein, donc ça, c'est quelque chose qui est fortement réprimandé par l'autorité des marchés financiers. Et ils vont regarder qui a acheté, s'il y a des pics de volume juste pendant ce type d'opération, qui a acheté exactement. S'il y a un acheteur qui achète énormément, ils vont se demander qui c'est, etc. Donc, je pense que c'est plus dans la réalité, ce serait très complexe à mettre en place, et en tout cas, ce serait surveillé, et l'AMF le verrait assez rapidement. Donc, en fait, D'accord. Donc pour d'accord. C'est l'entreprise, quelque ce chose serait qui. risqué de faire ça. En fait. D'accord. Donc c'est quelque chose de bien surveillé et c'est pas. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc 41 €, on est d'accord, c'est dans l'hypothèse où le qui aurait 120 millions qui serait débloqué. C'est ça, hein? Ouais, que ce soit 105 ou 120, le prix maximum de souscription, ce sera 41 €. Mmh. Et c'est les. Alors, rappelle-moi, c'est la société qui décide du prix fixé ou c'est selon le nombre de personnes qui souscrivent, du nombre du volume souscrit? Alors, c'est la banque qui décide avec la société. Donc, la banque, en fait, quand il y a une augmentation de capital, il y a une banque qui s'occupe de cette augmentation de capital, la partie investment bank. Donc là, je sais plus qui organise ça, qui l'organise pour Carbios. Et cette banque est chargée, parfois plusieurs banques le font, de récupérer l'ensemble des ordres. Et après, ils vont voir le management, ils vont voir l'entreprise et ils vont dire, bah, voilà tous les ordres qu'on a reçus, quel est le meilleur prix qu'on peut proposer pour que l'ensemble des actionnaires qui ont apporté soient satisfaits et pour satisfaire aussi les intérêts de l'entreprise. Donc, l'entreprise a intérêt à ce que le prix convienne à tout le monde pour qu'il y ait une souscription importante sans pénaliser les actionnaires. Donc, D'accord. quelque chose qui est assez opaque souvent, cette partie-là, et ça se fait une Ouais. discussion entre le management de l'entreprise et la banque pour optimiser les intérêts de l'entreprise. Donc, Ouais. là, vraisemblablement, eux, ils ont intérêt à ce que le nombre de maximum soit souscrit, donc à 120 millions, et que le cours de bourse soit sûrement à 41 €. C'est dans l'intérêt de l'entreprise. Et des actionnaires. Ouais, je crois que c'est Odo, Ouais, c'est Odo. Natixis Odo. Ouais. C'est Odo, ouais. Ok, ok. Donc on est là aussi pour être sûr du raisonnement. En fait, un actionnaire, c'est ma situation, hein, qui n'a Ouais. pas de liquidité, mais qui est positionné sur Carbios a donc des droits jusqu'à vendredi. Donc j'ai intérêt, si je suis au-dessus de 41, à vendre pour avoir de la liquidité et souscrire à hauteur de mes droits, puisque au maximum l'action qui sera émise sera à 41 €. Ouais, effectivement. Ouais, parce que la date de détention, c'est le 30 avril. Donc, si c'est sur les Ouais. 30 avril, effectivement, là, avec la banque, de toute façon, ils vont faire le calcul du droit de priorité, du nombre d'actions en priorité que tu peux avoir. Et donc, effectivement, ouais, c'est quelque chose que tu peux faire. J'y avais pas pensé, mais je pense que je pense que peu de personnes font cette approche, enfin, cette tactique. Mais effectivement, c'est possible. Quand tu n'as pas de liquidité, de toute façon, Ouais. si tu n'as pas trop d'autres choix, et là, le fait qu'elle monte au-dessus de 42, forcément, c'est quelque part le coupon qu'on. Ouais, c'est vrai. Le coupon, quoi. C'est Ouais, ça en ouais. tant qu'actionnaire historique. Ouais, ouais. Pour une fois, on y participe et on est récompensé, c'est une bonne chose. Ouais.
Après, je suis simplement, petit aparté, je suis un peu surpris du formalisme que ma banque, moi je suis chez Fortuneo, du formalisme de mes desiderata par rapport à cette augmentation. C'est-à-dire que j'ai reçu un mail où simplement ils disent par retour de mail en pièce jointe, veuillez nous informer de vos souhaits sur cette opération. Je trouve ça un peu étonnant qu'il n'y ait pas un formulaire type et une formule de calcul, parce que bon, même si on sait faire une règle de 3, et je veux dire par là que justement, quelque part, on a une petite crainte de moi personnellement, comme je vais en vendre d'ici vendredi pour avoir la liquidité pour en racheter, j'espère qu'il n'y aura pas de vice de procédure dans la rédaction de mon souhait et que ma formule sera juste pour bien être sûr d'avoir les titres. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. Moi, il y a quelques années, j'avais participé à d'autres augmentations et en fait, il y a un formulaire type avec la règle de calcul et c'est beaucoup plus évident. Là, c'est un peu ledge, je trouve. Je ne connais pas Fortuneo, mais moi, je suis chez Bourse Direct sur le PEA notamment. Et après, moi, ce que je recommande sur tout ce qui est opération sur titre, c'est vraiment d'appeler parce que l'opérateur pourra vraiment indiquer le bon montant quand il y a des DPS à prendre. Parfois, il te dire le montant, le reliquat qu'on peut vendre. Et sur ce type d'opération, c'est des montants qui peuvent être importants. Donc, valider ça avec un opérateur, c'est quand même, ça prend pas beaucoup de temps en plus. Ouais. Et c'est plutôt rassurant. Donc, en tout cas, moi, Ouais. chez Bourse Direct, c'est ce qui se passe de manière générale. Donc, Néo, je pense que. Il propose les deux, en fait. Ouais. Il propose soit d'appeler, soit de renvoyer un formulaire. Ouais, sur des opérations importantes, il vaut mieux pas prendre de risques et appeler pour Ouais. valider les. Ouais. Valider Ouais, c'est un bon conseil. Ouais. C'est ce que je vais faire, du coup. Avec plaisir. Ok. Est-ce que tu avais d'autres questions, Jean? Juste une, par curiosité, dans la toolbox, elle est notée à combien? Il est noté à combien, Carbios? On l'a pas sur la toolbox parce que les données Parce sont que, ouais, je comprends. En fait, finalement, ce type d'action, c'est des choses qui est dur de noter. C'est des actions qui sont dures à noter. Ouais. En fait, le compte, en fait, les états financiers, c'est la base pour noter une entreprise quand on parle de scoring. Une action comme Carbios, c'est absolument pas relevant. Enfin, je sais pas le mot. Ouais, c'est pas adapté, ouais. Parce qu'en fait, c'est des entreprises qui tirent leur business model et leur valorisation actuelle des produits qui est actuellement pas vendu, de la technologie qui est en cours de développement et qui n'est pas du tout reflétée dans le compte de résultat de l'entreprise. Et donc l'entreprise actuellement, comme l'a dit ce matin le directeur général, on dit il y a un mois, on a publié les chiffres, c'est pas intéressant ça à les regarder parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les contrats qui ont été l'avenir. et les publications, etc. Scientifiques. Et donc, quand on regarde les états financiers, on ne peut pas en déduire grand-chose. Ouais. Et ils n'ont pas donné d'infos par rapport aux premières ventes de Carbiolis, non, on ne sait pas. On n'a pas beaucoup parlé de Carbiolis parce que Carbiolis, c'est petit par rapport en termes par rapport à la valeur. Ouais, c'est 10%, 10% je dirais à peu près. Ouais, voire moins. Vraiment, le cœur de l'action et de la valorisation, c'est vraiment la partie PET. Mais bon, un jour, ça permettra peut-être de dégager aussi des capitaux s'ils s'en dissocient, quoi. Ouais, dans quelques temps. Mais ça a l'air prometteur aussi parce qu'ils développent leur usine et ils communiquent bien, donc c'est aussi un concept d'avenir. Ouais. Effectivement. Ok. Est-ce que vous auriez d'autres questions sur Carbios ou aussi de manière plus générale? Non. Ça va pour moi, en tout cas. Ouais. Je crois que Nazim, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai dit que ça allait pour moi. C'était très clair. Très rapide. Je vous remercie. Si vous voulez, sinon je peux vous montrer rapidement la valorisation de
l'impact d'une augmentation de capital sur la valorisation de Carbios sur un DCF, si ça vous intéresse. Sinon, on pourra voir ça à un autre atelier. Ouais, bien sûr. Ouais, carrément. Carrément, si ma batterie, elle tient d'ici. Alors, je vais vous montrer un nouveau partage. Je suis un peu dans le vue. En fait, quand on valorise, normalement, je partage mon Excel. Vous pouvez le voir. C'est un nouvel écran. Vous voyez bien? Ouais, nickel. Ouais, nickel. Ouais. Quand on valorise une action, il y a plusieurs méthodes de valorisation. Il y en a trois principales. Il y a les multiples dont on a parlé tout à l'heure, comme le PER par exemple. Il y a la méthode patrimoniale où on va calculer la valorisation en fonction du patrimoine de l'entreprise. Donc, on va regarder le bilan. Ça, c'est quelque chose qui est fait pour les entreprises immobilières. Et enfin, il y a les DCF, Discounted Cash Flow Statement, où en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on projette les ventes de l'entreprise et les profits de l'entreprise, pour résumer, sur les prochaines années. Et on va l'actualiser, ce qu'elle va gagner à la valeur d'aujourd'hui, et ça va donner la valorisation de l'entreprise. Et sur les entreprises comme Carbios, qui a presque pas de chiffre d'affaires, les deux premières méthodes sont inefficaces et inutiles. Donc, on est obligé de se concentrer sur la dernière méthode, donc la méthode des DCF. Et donc, c'est comme ça qu'on valorise ce type d'action. Et c'est ce que vous pouvez voir sur cet écran sur Carbios. Donc, je ne vais pas aller trop en détail, mais l'intérêt, c'est de vous montrer l'impact que ça va de l'augmentation de capital. Donc, par exemple, le chiffre d'affaires que vous voyez ici de Carbios. Donc là, on est en 2020 ici. On a fait une estimation quand on projette, c'est souvent sur 10 ans, jusqu'en 2030. Et donc, notamment avec les premières ventes, donc à la fois de licences, mais aussi d'enzymes qui vont permettre de transformer du plastique usagé en plastique recyclé. Le chiffre d'affaires va passer de 8 millions en 2024 à 313 millions. Donc là, le but, c'est après aussi de challenger nos hypothèses, à la fois en termes de volume et de prix. Mais 313 millions, c'était le niveau de consensus des analystes financiers, à la fois en termes de volume et en termes de prix pour l'entreprise. À partir de ce chiffre d'affaires, en fait, on en déduit plusieurs éléments, mais in fine, ce qui est important, ce qu'on appelle le free cash flow, c'est le flux de trésorerie de l'entreprise. C'est combien, à la fin de l'année, l'entreprise a généré en cash. Et donc, on déduit du chiffre d'affaires toutes les dépenses cash de l'entreprise, donc les dépenses vraiment de trésorerie liées à l'opérationnel de l'entreprise. Et donc là, on va atteindre autour de 79, presque 80 millions d'euros en 2030 de flux de trésorerie générés par l'entreprise. Donc, quand on valorise une action, en fait, c'est-à-dire on dit à la valeur d'aujourd'hui, combien vaut ces 80 millions. Et donc, quand on fait cette actualisation, en fait, on va se dire, nous, en tant qu'actionnaire, on veut avoir, par exemple, là, nous, on va avoir 11%, c'est ça. On veut que l'action nous rapporte 11% par an. En fait, ça, c'est le coût du capital, moi, que j'ai en tant qu'actionnaire. Si je donne de l'argent à l'entreprise, je veux que ça me rapporte 11% par an. Donc, en fait, quand on parle d'actualisation, on essaie de savoir ces flux de trésorerie, si je les rapporte à 11% par an, combien ça vaut aujourd'hui? Si on actualise, ça vaut 28 millions. Et c'est avec cette méthode d'actualisation qu'on estime la valeur de l'entreprise. Et donc, la valeur de l'entreprise, justement, ça va être ces flux actualisés dont on vient de voir. Et la valeur de l'entreprise est égale à 500 millions. Ça, c'était avant l'augmentation de capital, avec les éléments dont je viens de parler. Donc, notamment un coût de moi en tant qu'actionnaire, à combien je prête mon argent. Donc là, on estime à peu près à 11,4%. Donc, de cette valeur d'entreprise, on déduit le cash de l'entreprise, la trésorerie de l'entreprise, la dette de l'entreprise. Donc, ça nous donne la capitalisation boursière. On divise ça par le nombre d'actions. Et donc, on a après une valeur de l'action. Donc, il a estimé à 63 euros. Donc, ça, c'est avant l'augmentation de capital. Je ne sais pas si est-ce que vous avez des questions par rapport déjà à ces premières étapes? Non? Parfait, ça veut dire que je peux... Ouais, c'est une question que j'avais abordée pour comprendre. Là, donc, on part sur certaines hypothèses qui sont le consensus moyen sur les volumes de vente.
Et là, la valeur de l'action, en fait, elle est calculée à ce jour, à 63 €. Ouais. Et pour bien, je reformule une question déjà qui m'avait tracassé, c'est du coup, si ça se confirme dans le temps, est-ce que ça veut dire que bon, ben, finalement, ça reflète ce qui avait été prévu et donc ça veut dire que la valeur de l'action est plus ou moins constante Mhm. et que c'est seulement en cas de meilleures nouvelles que les projections l'anticipent que le cours peut décoller? Ou est-ce que ben, plus on avance dans le temps et plus ça se confirme, plus la valeur théorique de l'action prend de la valeur? Il y a deux éléments. Premièrement, comme tu l'as dit, ça va être s'il y a des nouvelles positives ou négatives sur le business de l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, l'entreprise a signé un nouveau contrat plus tôt que prévu par rapport à ce qu'on pensait et peut-être plusieurs contrats aussi, plus de contrats par rapport à ce qu'on estimait. Donc, par exemple, si la licence vendue, alors là, c'est par exemple, on avait pris la licence vendue. Voilà, si par exemple en 2024, on avait estimé qu'ils ont vendu une entreprise, enfin une entreprise avec 50 000 tonnes de produits, mais en fait c'est peut-être 150 000, je dis, Ouais, eh ben, en fait, forcément le chiffre d'affaires va être plus important. ouais, Là, l'impact sur le cours de bourse, il va être lui aussi plus important. Donc, ouais. donc ça, c'est la partie business. Donc, s'il y a des nouvelles positives ou négatives, vraiment sur l'opérationnel. Et le deuxième point, ça va être plus le temps passe, et plus la valeur, effectivement, va pouvoir augmenter. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, on actualise en fait les flux de trésorerie de l'entreprise. Et donc, là, par exemple, l'entreprise, elle n'a aucun flux. Enfin, là, elle est en perte en 2021, 2022, 2023, parce qu'ils Ouais, n'ont aucun chiffre d'affaires. Et donc, plus le temps va passer, plus on va se rapprocher d'années où il va y avoir du chiffre d'affaires positif. Et ouais. finalement, ben, ça va être plus proche de nous, donc ça va valoir plus. Si je peux. Mhm. Ouais, Et donc, ok, la valeur va augmenter liée à cet effet-là. ok. Donc, c'est Merci. des éléments à avoir en tête. Ouais, merci. Et donc, quel va être l'impact finalement de cette augmentation de capital? Ben, en fait, le nombre d'actions, il est augmenté de 3 millions. C'est ce qui a été annoncé. Donc, ça veut dire que le nombre d'actions passe de 8,1 à 11 millions près. 11,1 millions. Et pourtant, la capitalisation boursière, voilà, elle est à 514. On divise par 11, donc on arrive à 46. Mais finalement, ils vont lever 105 millions. Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter 105 millions en cash dans les flux de trésorerie, enfin, dans la trésorerie de l'entreprise. Et donc, on arrive à 55,6 euros sur le prix de l'action. Donc ça, c'est l'effet déjà cash. Après, l'autre effet, c'est de se dire, en fait, les 105 millions, ils vont les investir. Et donc, potentiellement, ils vont peut-être gagner des contrats plus vite par la suite. Ça, c'est quelque chose que le management ne s'est pas engagé par rapport à des contrats qui sont plus vite. Donc, on ne va pas changer les hypothèses qui sont dessus. Par contre, l'autre impact important, c'est quand on parle que le projet est dérisqué. C'est-à-dire que nous, en tant qu'actionnaires, dans la mesure où ils vont réussir à créer leur propre usine. Et donc, ça veut dire que leurs clients, les producteurs de PET, auront moins de risques à acheter parce qu'il y a déjà une usine qui aura été construite et qui marchera. En fait, le risque, il est plus faible. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le risque des coûts du capital de l'entreprise et que nous, en tant qu'actionnaire, il est plus faible. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est par exemple que on a besoin le coût du capital de l'entreprise va baisser et par exemple passer de 10, on était à 11% à 10,6 et ça veut dire que la valeur de l'action elle va monter parce que le coût du capital de l'entreprise est plus faible. C'est une logique un peu particulière, mais c'est pour montrer qu'en fait comme le projet est dérisqué, eh bien, la valeur aussi, le coût du capital baisse, l'entreprise peut se financer avec moins de frais et donc ça veut dire que l'action vaut plus cher. Ouais, Donc, il n'y a pas besoin forcément de rentrer trop en détail dans les calculs, mais c'est juste la logique qui est ouais, importante ouais. à avoir en tête. Ouais, ouais, non, c'est très clair. Donc, c'est pour ça que moi, je parlais d'impact neutre sur la valorisation, parce que après,
Après, les analystes financiers, je les connais, c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de DCF, c'est quelque chose de très complexe, parce qu'en fait, on peut bouger les hypothèses comme on le veut, et notamment les hypothèses du coût du capital, on peut les bouger extrêmement facilement. Et on peut viser le prix que l'on souhaite en modifiant ces hypothèses. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tant d'écart aussi entre les analystes. Parfois, ouais. Et c'est pour ça que parfois, les analystes, il faut s'en méfier. J'ai déjà vu, le pire que j'ai vécu, c'était sur Ingenico il y a 4 ou 5 ans, quand l'entreprise avait fortement déçu sur les résultats, et que l'action était passée de 110, 120 à 80 euros. Et les analystes financiers, j'en ai vu un notamment chez Morgan Stanley, qui a baissé son objectif de prix, de la valorisation de l'entreprise, de 120 à 60, donc divisé par 2. Et la seule variable qu'il a bougé, c'était le coût du capital dont on vient de voir, qu'il a augmenté. Et voilà, en un chiffre, en un coup de magie, coup de baguette, il a modifié sa valorisation. Donc c'est pour ça que c'est un exercice qui est complexe et qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut dans un DCF en termes d'hypothèse. Donc c'est plus la logique qui est à comprendre derrière. Donc voilà. Rudy et Nicolas nous ont quittés pour aller manger. Je pense qu'on va faire pareillement. Ouais. À part si vous avez une dernière question. Non? Non, c'est bien, c'est bon pour moi, ouais. Non, c'est bon pour moi. Merci à vous. C'est très clair. Merci à toi, ouais. Et merci à toi, Alex. avec plaisir. On peut se voir demain du coup sur les cours du soir, et sinon un autre atelier optimisation de portefeuille, c'est tous les mercredis. Super. Okay. Donc, merci. Ça chauffe. Ça chauffe dans la tête. Merci beaucoup, Alex. Merci. Bon appétit alors. Merci. À bientôt. Merci. Ciao. Bonne soirée.